Bonjour à tout le monde. On est ravis Alors, de vous accueillir aujourd'hui avec Sébastien pour parler de l'économie de la considération, pour savoir si c'est aussi la solution pour le monde d'après. Pour petit rappel, donc dans le dernier webinaire Coco Worker, on avait invité Grégory Duhamel, qui est le directeur général chez April España Servicios. Et il nous avait partagé ses outils et ses bonnes pratiques pour ancrer une culture de la bienveillance dans son entreprise, ce buzzword qu'on adore détester. Mais il expliquait justement comment il avait réussi vraiment à cultiver cette bienveillance à travers notamment un management participatif, en étant vraiment à l'écoute et en valorisant ses salariés, avec notamment notre solution, puisque April est client depuis 3 ans. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'article et le replay sur notre blog. Dans ce quatrième webinaire, je suis très heureuse de vous présenter, d'accueillir Sébastien Monceau, qui est associé chez Roland Berger et qui est aussi le co-auteur du livre blanc L'économie de la considération, et qui va nous parler de ce thème qui nous est très cher, qui est envisagé aussi de façon holistique, donc globale, et comme un choix stratégique pour les entreprises. Vous allez voir, c'est passionnant. Pour le format, je vous rappelle, c'est celui d'une discussion d'abord avec Sébastien. Vous pouvez bien entendu réagir et poser vos questions, mais on essaiera surtout d'adresser les questions à la fin de notre échange. En revanche, entre deux, on vous posera des petites questions en mode sondage pour vous faire participer et pour essayer de comprendre, enfin confronter généralement peut-être les chiffres que nous on connaît avec votre ressenti et ce que vous vivez dans vos entreprises. Avant de laisser la parole à Sébastien, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis la fondatrice de Coco Worker. C'est une start-up qui a 3 ans, qui compte une équipe de 10 personnes à peu près. Coco Worker, c'est une idée que j'avais lancée quand j'étais consultante en conduite du changement chez AXA. Donc, en fait, on propose une solution de reconnaissance entre collègues qui permet de mobiliser les équipes sur des projets stratégiques, mais aussi d'ancrer des postures souhaitées pour réussir des projets et diffuser les bonnes pratiques de façon pérenne. Donc, le concept, il est assez simple. C'est chaque mois, sur notre plateforme, les salariés peuvent envoyer 3 signes de reconnaissance. On pourrait dire des signes de considération presque. On a appelé des kiffs. Donc, bien comprendre, ce sont des feedbacks uniquement positifs. Et l'idée, c'est que ça permet de reconnaître les contributions, les qualités humaines et les comportements positifs de ses collègues. Donc, l'idée, c'est aussi d'utiliser la reconnaissance des comportements vertueux comme un levier de transformation. Donc, c'est pour ça que notre solution, elle va permettre de mettre l'entreprise en mouvement sur des sujets de culture managériale, de leadership, de transformation culturelle, mais aussi de décloisonner les organisations avec une approche qui est bienveillante, parce que, comme je disais, c'est que du positif. On travaille aujourd'hui avec des entreprises comme April, comme je disais, mais aussi RTE, Safran, dans l'optique d'améliorer l'engagement des salariés, la collaboration dans les équipes, mais aussi de créer une culture commune et d'accélérer des transformations tout en repérant ce qu'on appelle des leaders informels. On en parlait un peu avant avec Sébastien. Écoute, Sébastien, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? bien sûr. Bon, salut Faustine. Je m'appelle Sébastien Monceau, j'ai 36 ans, j'ai 2 enfants et je suis associé dans un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Roland Berger. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Roland Berger, c'est un cabinet de conseil en stratégie ou en direction générale. Ça revient un peu à la même chose. On est un cabinet mondial. On couvre tous les secteurs et tous les pays et on s'adresse aux problématiques des dirigeants. Donc c'est les chefs d'entreprise, mais c'est aussi les patrons de grosses BU. Moi, ça fait 13 ans que j'y travaille, j'ai fait toute ma carrière. Aujourd'hui, je suis associé, je m'occupe de 2 secteurs. Je m'occupe de la distribution spécialisée et je m'occupe du tourisme au sens large. C'est-à-dire que mes clients, ça peut être tous les réseaux, par exemple, de mode, de bijouterie, de cosmétiques, mais aussi tous les hébergeurs, hein, les hôteliers, les groupes de camping, les parcs de vacances, les tours opérateurs, les agences en ligne, les opérateurs de remontée mécanique. Donc, c'est un univers très large, très B2C. Ok. Donc, j'imagine aussi que vous avez eu beaucoup de choses à faire pendant la crise. Euh, Ouais, ouais. Bah, ces 2 secteurs qui, pour le coup, ont été quand même particulièrement touchés, hein. La distribution et le tourisme, ouais, c'est fort. Ouais. Ouais, j'imagine. Et alors, du coup, Sébastien, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était un peu quel était votre constat de départ avec le MED, qui vous a en tout cas poussé à développer cette idée de la place de la considération dans l'économie. Ouais. Alors, cette réflexion sur la considération, en fait, elle a une espèce de double origine. La première, c'est qu'on est très consultant, donc on est très chiffre, et on avait observé un chiffre dans le cadre de nos différents projets qui nous avait marqué. C'était que d'un côté, il y a 80% des entreprises qui pensent qu'elles offrent un service de qualité supérieure à leurs clients. Okay. Et de l'autre côté, quand tu te mets côté client, tu as seulement 8% des clients qui pensent qu'il y a des entreprises qui leur offrent un service de qualité supérieure. Donc, tu vois déjà l'énorme
paradoxe et cet énorme gap. À côté de ça, on a l'opportunité de travailler avec voilà, différents clients et du coup d'observer ce qui se passe. Et on avait observé ce que faisait le Club Med depuis quelques années. Au-delà de sa pure montée en gamme, tu sais peut-être que le Club Med avait entamé au début des années 2010 une vraie transformation. On avait observé qu'ils mettaient de plus en plus l'accent sur le client. Donc on est allé les voir. Ils nous ont expliqué qu'ils travaillaient sur un sujet qui était la considération et ensemble on a décidé ensemble d'y réfléchir, de modéliser quelque part, de cadrer ce sujet et notamment de répondre à une question qui était la suivante. Est-ce qu'on arrive dans une économie de la considération et est-ce que cette économie, elle crée de la valeur? Donc, on a travaillé avec eux l'année dernière sur ce sujet-là, ce qui a donné lieu à ce livre blanc sur lequel tu m'as contacté. Tu rajoutes à ça qu'on est de plus en plus dans une économie de la demande par rapport historiquement à une économie de l'offre. Et finalement, tu as beaucoup d'ingrédients qui te font penser qu'il y a un vrai thème autour de cette considération. Ok. Alors, en parallèle, j'ai lancé un peu la question aux participants de savoir si, d'après eux, leur entreprise fournissait aussi un service de qualité supérieure, parce qu'on parlait d'un décalage. Donc là, on a le sentiment que bon, c'est plutôt mitigé, parce qu'il y en a qui vont estimer que oui, et d'autres, je partage les résultats. Donc, c'est assez mitigé. Mais du coup, il y a quand même de la progression, on va dire, des axes de progression, certainement. Moi, ça m'intéresse quand on parle de décalage, parce que ça me fait aussi penser à un autre décalage de perception qu'on voit à notre niveau sur la reconnaissance au travail entre les dirigeants et les salariés. En fait, quand on demande aux patrons, par exemple, pourquoi leurs employés quittent l'entreprise, ils répondent à 89% que c'est pour gagner plus d'argent, alors qu'en fait, seulement 12% des employés répondent qu'ils partent pour un meilleur salaire. Donc, tu vois, ça fait aussi le lien avec une divergence ancienne qui est, si on demande aux dirigeants quels sont pour eux les premiers facteurs de motivation des salariés, ils vont répondre le salaire, alors que les salariés vont répondre que c'est l'appréciation du travail accompli. En gros, on a vraiment une idée de relation qui compte plus que l'aspect financier. Donc c'était juste pour faire un parallèle parce que je trouve ça fascinant. Je pense que c'est bien dans le sujet. Voilà, tout ce qui est entre l'expérience client et l'expérience collaborateur. Maintenant, autant aller directement dans le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage ce que tu entends par considération? Aussi, en quoi c'est nouveau? Parce qu'on parle beaucoup d'expérience client, on parle beaucoup, par exemple, de symétrie des attentions, et on parle même de plus en plus aujourd'hui d'entreprises engagées. Donc, en quoi ça se différencie de tout ça, finalement, la considération? Ok. Ouais, je pense qu'en effet, ça vaut le coup qu'on prenne 2 secondes sur ce que nous, on appelle la considération. La considération, c'est un phénomène ou c'est un mouvement qui s'inscrit dans la continuité des relations entre une entreprise et un client. Okay, et la considération, finalement, elle vient englober toutes les notions historiques qu'on connaît sur le client. Donc, si tu les refais peut-être un peu dans l'ordre, c'est une logique de poupée gigogne, vraiment. La première on va dire, relation ou interaction, c'est ce qu'on appelle la transaction. La transaction, tu es dans le pur lien contractuel, service contre rémunération, logique de masse, basique. Au-dessus de ça, tu as la relation client. La relation client, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une suite de transactions, c'est une suite d'interactions, mais tu n'as pas vraiment de notion d'émotion ou de notion de ressenti. L'étape encore d'après, c'est celle dont on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est l'expérience client. Donc là, on est vraiment sur le avant, pendant et après. Donc pendant l'expérience, la préparation d'expérience et le post-expérience, on est quand même à un niveau très supérieur. Il y a pour le coup vraiment une notion de ressenti et d'émotion. La considération, ça vient envelopper tout ça. C'est encore un cran, on dirait, au-dessus parce qu'on parle de considération, mais pas au sens de considérer un client, mais de considérer une personne. Okay, et ça, c'est très important. Et considérer une personne, c'est considérer quelqu'un avec ses émotions, son système de valeurs, ses croyances. Et puis une personne, elle intervient toujours dans une communauté. Donc la considération, tu pourrais dire que c'est une espèce d'expérience 2.0 ou pimper, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est considérer une personne. Ça induit une notion, je pense, de relation de confiance, d'empathie, d'une relation adulte et un équilibre en fait entre une marque et son client. Donc, voilà comment on définit la considération. Ok, donc ça va au-delà de l'aspect financier, de ce que je comprends, c'est très humain. Alors, quelque part, ça n'a presque rien à voir en fait avec l'aspect financier. L'aspect financier, c'est une conséquence, on va le voir, de la considération. Ça va venir répondre à notre question, est-ce que ça crée de la valeur? Mais je pense que cette considération, elle intervient aussi dans un monde où il y a de plus en plus de data. Okay, je pense que c'est un accélérateur de considération, mais paradoxalement, ça peut être aussi un frein. Parce que si tu observes bien,
les entreprises n'ont jamais autant investi dans la data qu'elles ne le font aujourd'hui, en fait. Elles sont toutes en train de s'équiper, elles sont toutes en train de réfléchir. Et pourtant, et ça, c'est un grand paradoxe qui nous a marqué en fait, dans cette étude, d'un côté, tu as des entreprises qui investissent énormément dans la data et dans le marketing. Et d'un autre côté, finalement, le lien entre les marques et les consommateurs, il n'a jamais été aussi fragile. On avait interrogé des clients et il y avait seulement 42% des clients, enfin, plus qu'il y avait 42% des clients qui étaient juste incapables, en fait, de citer une marque avec qui ils avaient une relation de confiance. Donc, encore une fois, tu vois bien cet écart et du coup, cet enjeu. Ok. Et ce qui me plaisait hier aussi, quand on échangeait, c'est que tu m'expliquais aussi que les réseaux sociaux, finalement, avaient vraiment contribué à redéfinir la relation et la notion de client. Parce que justement, la marque, elle touche plus que des clients, elle a un impact sur l'opinion Ouais, publique, ses fans, ses détracteurs. Et tu mettais en lien avec l'importance de travailler ces cultures d'entreprise. Donc, ça touche ses fans, etc., mais ça touche aussi ses employés. Et, euh, exactement. et je trouvais ça hyper pertinent. Parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, on va plutôt attendre du marketing par la preuve et de l'authenticité. Mais est-ce que toi, tu as le sentiment que c'est une attente qui va vraiment se concrétiser et qu'on va arrêter peut-être d'avoir une approche un peu superficielle ou partielle des relations qu'on entretient avec son écosystème? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va se passer, on va dire, et qui arrive? Ou est-ce qu'on est juste encore sur du concept? Alors, il y a plein de questions dans ta question, donc je vais essayer d'y répondre. Alors, euh, d'abord, je pense que bon, la considération, c'est un sujet sur lequel on a travaillé dès l'année dernière, donc on n'a pas attendu le Covid pour y réfléchir. Pour autant, je pense que l'année 2020 est une vraie année accélératrice. Ok. Il y a eu le Covid, mais il n'y a pas que ça. Si on regarde ce qui s'est passé cette année, c'est quand même passé pas mal de choses. Il y a le Covid, il y a le mouvement plus récemment Black Lives Matter, il y a tous les enjeux environnementaux auxquels on a assisté entre la fin de l'année dernière et le début de cette année. Je pense par exemple au feu en Australie, il y a la révolution des parapluies à Hong Kong. Donc, il s'est passé plein de choses. Et quand il y a ces crises, elles sont toujours à la fois accélératrices de tendances, mais aussi révélatrices de beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que moi, je pense vraiment que les années 2020, ça va être les années de la considération. Si tu les opposes aux années 2010, qui étaient peut-être plutôt les années où l'ère de l'individu. D'accord. Une crise, pour moi, et en particulier celle du Covid, elle vient, je pense, différencier finalement ce qui est important et ce qui n'est pas important pour les gens. Vraiment, ça vient accélérer finalement la hiérarchie des besoins. Et il y a quelqu'un qui parle beaucoup sur le sujet que je trouve assez admirable, c'est Emmanuel Faber de Danone, qui dit qu'il y aura vraiment un avant et un après Covid. J'ai plutôt tendance à le suivre là-dessus, même plutôt même au-delà du Covid, qui fait qu'on va hiérarchiser de plus en plus nos besoins et qu'on va mesurer de façon différente la croissance. Tu vois, donc là, on n'est plus sur un enjeu on n'est plus sur un enjeu purement financier. Le Ouais. deuxième élément de réponse peut-être à ta question, c'est est-ce que ça peut être marketing tout ça? Non, je pense pas. Je pense pas du tout. En tout cas, je pense plus du tout pour le coup. Je pense que les clients, les consommateurs sont hyper sensibles au message des marques, qu'ils n'attendent pas des preuves, mais enfin qu'ils attendent des preuves en fait, et pas seulement des pures déclarations. Puis c'est surtout que maintenant, on sait tout. Enfin, il y a de la Bah, transparence partout. Enfin, ton point sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont un amplificateur énorme en fait de ce que peuvent faire ou ne pas faire les marques. Et du coup, pour revenir au tout début de ta question, la considération, elle ne peut pas être que réduite aux clients. Parce que finalement, la notion de client, elle devient presque obsolète. Quand tu t'adresses à un client, tu t'adresses et via les réseaux sociaux, tu t'adresses à une cible qui est hyper large. bien sûr. Des employés, des fournisseurs, des promoteurs, des détracteurs. En fait, tu t'adresses à l'opinion publique. Et l'opinion publique, elle est quand même assez sévère ou au taquet, ou en tout cas précise. Mm. C'est difficile de la bluffer. En fait, si je comprends bien, donc quand tu parles de considération, on entend que le rapport il est beaucoup plus large finalement. C'est pas justement l'entreprise au seul client. Ça va être un rapport entre l'entreprise et aussi sa communauté. Absolument. Exactement. C'est-à-dire que nous, la considération, alors c'est vrai que là, on s'est pas mal parlé considération client. Nous, la considération client, elle repose sur trois piliers. Et je pense que c'est important de s'y attarder 2 secondes. Bon, il y a évidemment le pilier très important qui est le pilier client, on vient de l'évoquer, que ce soit avant l'expérience, pendant l'expérience ou après l'expérience, comme il est. Le deuxième pilier, c'est celui qu'on appelait le pilier interne, qui s'adresse à la fois à tes employés, mais aussi à tes fournisseurs. D'accord. Et ça, cette relation avec tes fournisseurs,
On pourra s'en reparler dans ce qu'on a pu observer pendant la phase de Covid, mais c'est un pilier qui est très important. Et le troisième pilier, c'est le pilier société ou sociétal, parce qu'une entreprise, elle a une empreinte environnementale, elle a une empreinte aussi qui est une empreinte sociétale. Elle s'inscrit dans la durée d'une société. Et donc, cette notion de pérennité des actions de l'entreprise sur la société, la notion de juste marge, le fait qu'une entreprise paye ou pas en fait, ses impôts dans le pays où elle travaille, je pense que c'est un sujet de considération aussi. Et tout ça, ces trois piliers s'ancrent dans une communauté. Donc, je te suis évidemment quand tu dis ça, mais voilà, je pense que la considération, elle est vraiment holistique. Mais ça me fait réagir sur 2 points. Le premier, c'est, je ne sais pas si toi, tu avais la même chose sur ton fil LinkedIn, mais pendant le Covid, moi, j'avais beaucoup de personnes qui remerciaient en fait, justement leurs fournisseurs en disant vous avez proposé de nouvelles prestations parce que quelque chose a été annulé. Enfin, merci pour ça. Et en termes de réputation, je trouve, et d'alignement par rapport à une marque qui s'estimait, qui avait une valeur de bienveillance, etc., c'est hyper fort, je trouve. Donc, c'est vrai qu'on l'a vraiment vu, je trouve, en période de crise. Et le deuxième point, ça me fait penser à Laurence Brett, du coup, on parle beaucoup de culture d'entreprise et d'expérience collaborateur, qui m'expliquait toujours que finalement, les leviers de motivation pour un salarié, il y en a 3, et c'est de pouvoir avoir un impact sur son travail, sur la société et sur son organisation. J'espère que je ne me trompe pas, Laurence, je te laisserai compléter, mais c'était vraiment cette notion aussi complète de je ne suis pas un pion, parce que je peux faire évoluer mon travail, je vois l'impact que j'ai dedans, mais aussi je peux avoir un impact sur la société, je comprends la raison d'être, etc. Donc c'est complètement cohérent là-dessus. Moi, ce qui m'intéressait de savoir aussi, c'est qu'est-ce que ça implique vraiment comme changement pour l'entreprise? Une transformation enfin, c'est une vraie transformation. C'est une vraie transformation. C'est pas, je crois pas qu'on puisse se dire du jour au lendemain, tiens, je deviens une entreprise avec la considération au cœur de ma stratégie. Je pense que en anglais, on dirait que c'est une journée. C'est vraiment une transformation. Pour moi, ça part nécessairement en fait du top management. Il faut que ce soit une inspiration, il faut que ce soit une vision, il faut que ça s'inscrive dans le long terme. C'est pas un plan stratégique à 3 ans. Hein. Ça ne vient pas corriger une faille de marché. On n'est pas dans cette logique-là, en fait. Hein. On est vraiment dans une réflexion de fond qui dit, OK, finalement, quel impact je veux avoir en tant qu'entreprise sur ces 3 piliers, interne, société et puis client. Et après, ça se diffuse, en fait. Hein. Donc, on a beaucoup parlé de notion de purpose récemment. La loi Pacte te permet aussi d'inscrire dans tes statuts d'être ou pas une entreprise à mission. Puis il y en a certaines, hein, comme Danone ou comme Maïf, qui l'ont fait. Donc, on est vraiment sur une transformation je pense, dans la durée, en fait. Hein. Donc, c'est un changement assez fondamental. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas regardé si dans la B Corp, j'imagine que tu connais, ils ont cette… je pense qu'en fait, la B Corp, ça doit vraiment être ça, hein, finalement, parce que cet aspect global aussi d'impact sur la société, sur tes collaborateurs, etc. Donc, en tout cas, c'est l'idée, quoi. En tout cas, c'est l'idée. Ouais. Et quelque part, tu vois, pour faire le lien avec ta question sur le Covid, je pense que le Covid, ça a été un peu un stress test ultime, en fait, hein, pour beaucoup d'entreprises, pour voir si elles se focalisaient soit sur le court terme immédiat ou au contraire, si elles envisageaient du moyen et du long terme. On va se parler, je pense, tout à l'heure d'exemples positifs et de sociétés qui ont lancé des mouvements intéressants sur la considération. À l'inverse, je pense que ça a échappé à personne et les réseaux sociaux ont largement amplifié. On a bien vu que pendant la crise, il y avait des entreprises qui s'étaient vachement repliées sur elles-mêmes, qui avaient coupé tous les paiements ou qui avaient retardé les paiements par rapport à leurs fournisseurs. Je pense que ces mouvements-là, dans un sens ou dans l'autre, hein, parce qu'à l'inverse, il y a eu des super beaux exemples d'entreprises très solidaires avec leurs clients et avec leurs fournisseurs. Je pense qu'ils ne seront pas oubliés. Je pense qu'ils ont été très visibles et je pense qu'ils ne seront pas oubliés. Et comme tu dis, ça, tout le monde va s'en souvenir. Pas seulement les fournisseurs, même les salariés. Il y a une certaine fierté à faire partie d'une entreprise qui a fait attention en tout cas à son écosystème et qui l'a aidé. Donc, je pense qu'il y a des salariés qui doivent ressortir de cette crise, même si elle n'est pas complètement finie, malheureusement, très fiers de leur boîte. Ouais. Non, c'est chouette. Après, on est d'accord que mettre en place une stratégie de considération, ça a forcément un coût. Tu l'expliques déjà, c'est pas court-termiste, c'est un engagement global. Comment vous faites pour présenter justement le retour sur investissement? Alors, c'est pas facile. Mais avec le Club Med, on se posait une question qui était est-ce qu'il y a une économie de la considération? Est-ce qu'elle crée de la valeur? La réponse, définitivement, c'est oui, ça crée de la valeur. Pour autant, pour arriver à cette conclusion, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'en fait, la considération, elle a à la fois un impact évidemment sur ton chiffre d'affaires,
et je vais y revenir dans un instant, mais elle a aussi un impact sur tes coûts. Elle a un impact sur ton chiffre d'affaires parce que tu le vois bien et on peut le mesurer par beaucoup de signaux faibles. Une entreprise qui considère, alors pour le coup, en particulier ses clients, si on se parle de chiffre d'affaires, c'est une entreprise qui a plus facilement du repeat business. Elle est moins dans une conquête permanente de clients, mais elle arrive à fidéliser. Or, on sait bien qu'un client fidèle, d'abord, est beaucoup moins coûteux, mais aussi beaucoup plus générateur de business. On a pu l'observer dans plein d'entreprises par des analyses sur le panier moyen, sur la fréquence d'achat. Donc, définitivement, une entreprise à considération, elle va accélérer son chiffre d'affaires. Okay. Pour autant, il y a des coûts en face de ça. Il y a des coûts sur toutes les lignes de coûts. Typiquement, la considération, c'est aussi travailler ses équipes, c'est les former. Parce que, et moi, ce que je trouve intéressant dans la considération, en particulier dans les secteurs très B2C que j'observe, c'est que ça remet au cœur du jeu les vendeurs. On s'est parlé beaucoup de robotisation, on s'est beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais la considération, c'est quand même, tu vois, c'est quand même de l'humain, quoi. C'est quand même le point de contact ultime, en fait, l'humain. Et donc, c'est un coût aussi, c'est former ses équipes, voilà. C'est investir dans la data, c'est investir dans tes systèmes d'information, c'est investir dans ton reporting. Tu as du revenu, tu as des coûts. À la fin, toutes les analyses qu'on a pu faire montraient qu'il y avait un ROI, un retour sur investissement qui était positif. C'est aussi pas simple à mener pour une raison simple, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de monsieur et madame Jourdain de la considération, c'est-à-dire qu'ils font de la considération sans le savoir. Toutes les initiatives qu'on peut mener, RH, tu vois, c'est de la considération. Est-ce que tu peux la mesurer directement? Est-ce qu'elle est mesurée par les entreprises directement? Non, pas vraiment. C'est ce qui rend l'exercice difficile. Pour autant, tout ce qu'on a pu mener comme travaux quand même assez précis, on montre que oui, ça crée de la valeur. Ok. Et effectivement, c'est vrai que tu as plusieurs branches en fait, qui vont avoir leurs propres indicateurs. Ouais. T'expliquer que finalement, peut-être la difficulté, c'est de pas avoir cet indicateur commun. Quand est-ce qu'on aura notre indicateur de considération sur l'expérience client, l'expérience collaborateur, etc. J'espère bientôt. Non, mais le point que tu évoques, il est très important parce qu'à la fin, tu pourrais dire ce qui a de la valeur, c'est ce qui se mesure. Or, il y a beaucoup de choses qui se mesurent. Tu vois, il y a tous les ratings de performance financière, on les mesure. Le bien-être au travail, il y a des indicateurs bien connus qui permettent de mesurer. On peut mesurer la puissance de ta marque. Donc, il y a des indicateurs qui permettent, alors je rebondis sur la question de Laurence, comme le NPS ou le CES, le Customer Effort Score, qui permettent de donner un angle, mais ce n'est pas un angle suffisant en fait, en réalité. Ton NPS, il va surtout être très, très client. Donc, nous, on croit très fort qu'on va voir émerger un indicateur de la considération qui pourrait être intégré aussi au rating des entreprises, au même titre que tous les indicateurs dont je t'ai parlé. Ça permettra aux entreprises de se benchmarker en réalité. Oui, c'est clair. Et ça me fait penser aussi hier où tu me disais, et j'ai le même discours sur le côté, finalement, aujourd'hui, le plus gros coût qu'on peut avoir en tant qu'entreprise, c'est de ne pas le faire. Ça, c'est de ne pas avancer au vu de la compétition et de la vitesse du changement, de ne pas essayer, de ne pas miser là-dessus, c'est finalement le coût qui sera beaucoup plus élevé ensuite, quoi. Moi, je fais le lien juste avec la question de performance et de coût sur investissement, même sur l'informel et d'impalpable autour de l'expérience collaborateur. En fait, on sait par exemple que 56% de la variation de l'engagement au sein d'une entreprise, elle va être expliquée par la reconnaissance des salariés. Parce que c'est justement l'expression d'un lien. Et on part du principe que si l'entreprise me reconnaît, c'est qu'elle tient à moi et donc je suis plus enclin à m'engager. Donc ça, on peut le dire pour tout le monde en fait. Et là, tu es plus performant et il y a moins de turnover. Donc, voilà. On revient à notre notion de retour sur investissement. Et est-ce que tu peux nous partager peut-être des champions justement de la considération et aussi nous expliquer ce qui les distingue? Ce qui les distingue, oui. Alors, donc comme je te disais, la considération, nous on la mesure sur ces trois piliers, client, société interne. Donc, on a fait un gros benchmark de beaucoup d'entreprises. Alors, je te donne juste deux chiffres avant de te citer des exemples. D'abord, on avait vu qu'il y avait 73% des entreprises qui avaient des actes de considération, mais essentiellement sur le client. D'accord. À l'inverse, il n'y avait que 4% des entreprises qui avaient vraiment des actions de considération sur nos trois piliers, société, interne et client. Donc, on voit bien qu'il reste une marche à franchir. Pour autant, il y a des entreprises, je pense, qui sont vraiment
inspirantes sur la considération. Je peux t'en donner quelques-unes dans les industries dans lesquelles je travaille. Bon, d'abord, il y a évidemment Club Med, qui est sans doute celle qui m'a le plus frappé. Peut-être deux initiatives parmi… Il y a beaucoup d'initiatives de considération chez Club Med, mais il y en a deux qui m'ont frappé. Il y a l'Open Codir, qui consiste en fait à inviter régulièrement des clients dans ton comité de direction. Donc là, vraiment, tu es en prise directe avec ton client. Et puis, une autre initiative que je trouve intéressante, c'est l'initiative Club Maker. Donc là, on est vraiment sur de la co-création où Club Med en fait, invite via une plateforme ses clients, mais pas forcément que ses clients d'ailleurs, à pousser en fait des idées pour améliorer l'expérience hébergement, l'expérience service sur le Club Med, l'expérience avant, l'expérience après. Et puis, par tout un processus, va venir qualifier ces idées. Donc, on est vraiment dans la co-création. Je trouve que c'est un exemple qui est intéressant. Toujours peut-être dans l'hébergement, dans l'hôtellerie, je trouve que Accor, là aussi, mène des initiatives qui sont intéressantes. Ils avaient mené ce qu'ils appelaient le Shadow Comex, qui consistait en effet à avoir un Comex de personnes de moins de 30 ou 35 ans. Je trouvais que l'initiative pour valoriser les salariés était intéressante. Puis Accor était quand même assez engagé aussi pendant la phase de Covid en mettant à disposition ses chambres pour du personnel soignant, pour des SDF. Dans le retail, moi j'ai été frappé par une entreprise qui a, je pense, vraiment la considération greffée au corps, qui est Decathlon. On a tous l'exemple des masques Easybress qui ont été retirés de la vente pour être mis à disposition des soignants. Mais j'ai aussi découvert d'autres entreprises dans d'autres secteurs que je connaissais moins bien. J'ai été frappé par Carglass. Carglass qui est très orienté considération pour ses employés. Ils mènent beaucoup d'initiatives pour améliorer la vie et le quotidien de tous leurs employés. Et puis sur des échelles encore plus grosses, tu as évidemment les deux boîtes que je t'ai citées, qui sont des vraies entreprises à mission, que sont Danone et la Maïf. Mais en fait, il y en a plein des initiatives. Et ce que je trouve intéressant, alors je te fais une longue réponse, mais il y a tous ces exemples individuels, je pense, qui nous parlent bien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le mouvement. Et en réalité, ce qu'on a observé, c'est que sur 30 ans, il y a une très, très grosse accélération de la considération. Tu vois, il y a 30 ans, il y avait des pionniers. Il y avait des Patagonia, des Nature et Découvertes, qui avaient un angle, pour le coup, environnemental assez fort. Puis après, dans les années 2000, avec l'accélération du digital, il y a toutes les entreprises digital natives qui se sont engouffrées dans l'angle client cette fois-ci. Même les Uber, les Airbnb, ils se sont mis vraiment à l'écoute du client. Et ce qu'on observe depuis quelques années, c'est la riposte des acteurs plus traditionnels. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que finalement, maintenant, tout le monde s'y met. C'est pour ça que je crois vraiment que les années 2020, ça va être les années de la considération. C'est ça que je trouve qu'Airbnb, c'est un exemple hyper intéressant parce qu'ils ont, de toute manière, en termes de plateforme, forcément ce lien entre collaborateurs et sociétés. Et ils ont entrepris vraiment plein d'initiatives, des festivals, des nuits spéciales hautes. Donc vraiment, je trouve qu'eux, ils n'ont pas trop le choix, entre guillemets, mais ils l'ont très, très bien fait. Et je suis d'accord avec toi, c'est aussi hyper excitant de voir que les plus gros acteurs, on va dire, se réinventent à ce niveau-là et en tout cas en prennent conscience et vont peut-être être encore plus innovants que les startups qu'on a vu arriver. Moi, ça m'intéressait, c'est une question que j'ai rajoutée comme ça, mais en termes de gouvernance, comment ça se traduit? Écoute, moi, si tu veux ma conviction profonde, intime, je pense qu'on va observer la naissance d'une gouvernance autour de la considération. Bon, au-delà du fait que je pense que la considération, je pense que c'est un mouvement, c'est aussi une forme de philosophie et que ça doit être inscrit dans les missions ou les purposes des entreprises et après se décliner dans les plans stratégiques. Je pense quand même qu'il y aurait un sens à ce qu'il y ait une gouvernance orientée considération. Tu vois, on a des personnes aujourd'hui qui s'occupent de la compliance. Et pourquoi tu n'aurais pas des gens qui s'occupent de la considération? Tu vois, c'est tellement complexe, c'est tellement diffus en fait. Il y a un vrai sens à ce que je pense qu'il y a un monsieur ou une madame considération. Alors, bien que ça doit transpirer dans tous les pores de l'entreprise, quelqu'un qui s'assure de la cohérence et de la dynamique. Je vois bien ce mouvement naître prochainement. Et d'ailleurs, tu vois, c'est intéressant parce que de plus en plus, nous, on voit arriver des appels d'offres ou des réflexions de dirigeants qui ne sont pas encore complètement mûres. Elles ne mettent pas tout le mot de considération derrière. Tu vois, en termes de synonymes plus ou moins proches, tu vois, la notion d'empathie, de symétrie des attentions, finalement, c'est des notions qui sont assez proches de la considération. On voit que ça les titille, en fait. Donc, on n'est pas complètement mûr, mais je pense que la crise va accélérer cette réflexion de fond.
Ok, bah, j'espère qu'on aura un monsieur ou une madame considération. Et d'ailleurs, il pourra jouer le rôle d'agrégateur en fait de toutes les données de l'entreprise Exactement. pour avoir ce fameux indicateur commun. Mais Est-ce que qui me paraît indispensable cet indicateur parce que, mine de rien, il y a encore besoin de convaincre et on arrive à convaincre par son meilleur. oui, après, il faudra aussi le rendre, le connecter avec notre PIB. Ouais, avec, ouais, ouais. c'est ça. Dans un article, je parlais d'un RIB, de la reconnaissance intérieure brute, en se disant, voilà, faut qu'on mette ça à l'honneur. Il y a Guillaume qui nous dit aussi que le bouton qui présente un bonheur, un Ouais, c'est bonheur clair. national brut à la place du PIB. Enfin, Mmh. on sent qu'en tout cas, il y a des réflexions qui se font et ça commence à arriver, donc c'est chouette. Et justement, moi, enfin, c'est une transition, mais est-ce que tu penses qu'il y a justement une urgence à adopter cette stratégie de considération? Est-ce que tu aurais des chiffres qui nous permettraient de, en tout cas, de pousser l'information au plus haut niveau et d'accélérer un peu la prise de conscience à ce niveau-là? Ah oui, je pense qu'il y a une urgence, ouais. Je pense qu'il y a une urgence. Je pense qu'il y avait déjà une forme d'urgence, mais je pense que cette urgence a été accélérée par la crise. Encore une fois, une crise, ça polarise, ça crée de la dichotomie vraiment entre les gagnants et les perdants. Et je pense qu'il y a urgence parce que il y a urgence offensive et défensive. Offensive parce que ça doit permettre à des sociétés de se distinguer et urgence défensive parce que je pense qu'on peut vite se faire éliminer en fait si on ne rentre pas dans ce mécanisme de considération. Tu me demandais des chiffres, je peux t'en donner deux moi qui m'ont frappé. Mhm. Le premier, c'est que un chiffre, mais qui veut dire deux choses différentes. Donc ce chiffre, c'est 2 tiers. Tu as 2 tiers des consommateurs qui déclarent que le critère essentiel dans leur relation à une marque, c'est le partage de leurs valeurs. Tu vois, on Mhm. est bien dans la considération. Clairement. À l'inverse, tu as 2 tiers des consommateurs qui sont prêts à quitter une marque si elle ne fait pas preuve de considération. Donc, tu vois bien l'enjeu à la fois de développement, mais aussi le risque. Hein. Ouais, on va parler de chiffre d'affaires, ça va faire réagir effectivement. Ouais. Et on pourra aussi parler de turnover, etc. Enfin, je pense que j'ai un sentiment qu'il y a une prise de conscience. Après, faut passer à l'action, comme toujours. Et en tout cas, c'est agréable de pouvoir se pencher sur des exemples qui existent et qui fonctionnent et dont on peut s'inspirer. Est-ce que tu avais d'autres aussi, peut-être entreprises, d'autres exemples d'entreprises qui ont opéré des transformations dans la mise en place justement d'une stratégie de la considération que tu as en tête là où on a Mais, cité hein, Maïf, etc. Mais ouais, bah, en fait, je pense qu'il y a vraiment deux choses. Il y a des entreprises qui lancent des initiatives ouais. de considération, et ça, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Et puis, il y en a d'autres qui sont vraiment engagés dans une réflexion de fond. Quand je te citais Maïf ou quand je te citais Danone, je pense que c'est des exemples assez ultimes de sociétés mûres là-dessus. C'est Mm. de vraie réflexion de fond, quoi. Donc, on a dépassé le stade des initiatives individuelles pour voir comment on agrège ça vraiment dans une stratégie. C'est évidemment le cas du Club Med aussi. Tu vois. Le Club Med lance beaucoup d'initiatives, mais ce n'est pas des initiatives individuelles. Elles ont toutes un sens tu vois, commun pour l'entreprise. Ouais. Mais parfois, on peut avoir le sentiment, tu vois, que c'est quelque chose qui est très porté par les collaborateurs, peut-être les fournisseurs, mais peut-être un peu moins au niveau du top management. Et c'est ça, cette frustration enfin, tu parlais de ce décalage de perception. Mm. Donc, on va dire que le webinaire essaye de mettre en avant ce sujet-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour provoquer ça, enfin, cette prise de conscience? Bah, tu as raison, c'est un vrai enjeu. Alors d'abord, moi j'avais été quand même très surpris par le succès qu'avait eu cette réflexion commune avec le Club Med, puisqu'on a fait une conférence qui avait super bien marché, le livre blanc il avait bien marché. Donc Ouais. moi je sens qu'il y a une appétence, tu vois, ça frétille vraiment. Je pense que c'est bien qu'on se parle là, j'espère vers la fin de cette crise. Euh, mais je pense vraiment que la sensibilité, elle va s'accélérer en fait. Hein. Ok. Donc, c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, je pense que c'est de communiquer autour de ce thème-là, qui à mon avis a beaucoup d'écho, mais on demandera aux personnes qui nous écoutent à quel point elles y sont sensibles et à quel point elles pensent qu'il y a une forme d'urgence en fait à lancer ce débat. Mais je pense qu'il faut le pousser. Enfin, moi, c'est vraiment un appel à l'action que je fais. Moi, j'engage toutes les entreprises et quelle que soit leur taille à vraiment s'interroger en fait sur comment elles mettent la considération au cœur de leur stratégie. Parce que je Mm. suis convaincu que c'est ça qui, en partie, mais qui désignera les gagnants et les perdants de demain. Mm. On va créer un audit commun, Sébastien, pour Écoute, avec plaisir. Bah écoute, merci en tout cas pour cet échange. On va passer aux questions, mais juste, enfin, moi, si on doit retenir 3 points clés en conclusion de ce que tu nous as apporté, pour moi, ce serait déjà la première chose, c'est que la considération, c'est vraiment une démarche de transformation qui est globale. C'est Mm. pas juste une approche marketing.
Et vraiment, le maître mot là-dedans, c'est l'authenticité de la démarche, parce que les clients comme les salariés, en fait, peuvent vraiment être impitoyables si les promesses, elles ne sont pas tenues. Et ça, on peut le voir tous les jours sur les réseaux sociaux, je pense. Ouais. Le deuxième point, c'est que c'est aussi un chemin qui va devenir inévitable pour les entreprises, car c'est ce que réclament les clients et les collaborateurs, et c'est ce qui va garantir justement la pérennité et la richesse des partenariats. Et le troisième point, c'est que finalement, quand on parle de considération, on entend avant tout un rééquilibrage des rapports de force, une gouvernance qui est davantage inclusive, des nouvelles pratiques d'écoute et la pratique vraiment holistique, globale de la considération. Et que la considération, elle reconnaît finalement ce que chaque partie prenante, elle va apporter à l'entreprise au-delà d'un aspect purement financier. Exactement. Voilà. J'avais aussi envie de faire une mini-pub, du coup, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir la version physique du livre blanc. Donc, il est téléchargeable sur le site économie de la considération.fr. Mais vraiment, en plus, il y a plein d'autres exemples. Comme Guillaume proposait, effectivement, un autre exemple qui est hyper inspirant, c'est qui le patron, qui a cette démarche depuis le démarrage, quoi. Enfin, exactement, super exemple. Du coup, je vais regarder un peu les questions que vous avez pu nous poser. On avait par rapport à, peut-on faire le lien avec, oui, c'était un peu le lien avec Guillaume sur le Gross National Happiness. Enfin, est-ce qu'on peut faire des liens? J'ai l'impression que la réponse c'est oui. Bien sûr. Voilà, donc il y a Laurence qui complétait sur les 3 leviers de motivation. C'était l'impact sur soi, donc la capacité à se développer. Effectivement, le développement professionnel, c'est un vrai levier de motivation. Nicolas qui demandait quels moyens concrets pour reconnaître ou mettre en place une stratégie de reconnaissance des collaborateurs. Bon, moi j'ai envie de dire, non, il y a des solutions qui existent aujourd'hui, des outils. Du coup, je me permets de répondre. Des outils parce que finalement, la reconnaissance en entreprise aujourd'hui, elle se fait de façon un peu classique, c'est-à-dire très verticale, et elle se focalise avant tout sur les résultats individuels. Donc, nous, on peut compléter dans les organisations ces systèmes-là avec de la reconnaissance sociale, donc entre collègues par exemple, et qui va porter sur des qualités humaines, parce que c'est ce qu'on disait aussi. L'humain fait la différence et on est tous légitimes à faire des feedbacks, en tout cas les uns les autres, sur des qualités humaines. Donc, ça peut être une façon, en tout cas, de mettre en place, de développer la reconnaissance dans les organisations. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? Parce que moi, j'ai ton livre devant moi, donc je me demande si j'en ai oublié des choses. Je regarde en même temps. Non, mais je retiens vraiment cette idée de transformation. En fait, c'est vraiment la fin d'ailleurs du livre blanc où Xavier Mufragi explique que c'est pas du tout une approche marketing destinée à séduire les clients, c'est que c'est un choix stratégique et c'est rassurant, mais c'est aussi donc c'est un appel aux dirigeants qu'on va faire, quoi. Je pense que c'est complètement un appel aux dirigeants. Objectivement, je ne crois pas du tout que ce soit une démarche marketing. Et je veux dire à l'inverse, si c'est une démarche marketing, elle va être très durement sanctionnée. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toute la transparence qu'il y a, je pense que c'est difficile de bluffer le client, en fait. D'autant que la considération, ça s'inscrit dans la durée. Donc, juste faire une initiative one shot, très bien, mais si elle n'est pas suivie d'actes, je pense que ça ne marchera pas du tout. Et au contraire, que ce sera dévastateur en termes de création de valeur, à l'inverse. Non, moi, je pense qu'en termes de prochaines étapes, vraiment, il faut que les entreprises vraiment s'interrogent sur déjà le diagnostic, où elles en sont. Tu vois, avant même de faire une stratégie, tu as toujours besoin de faire un diagnostic. C'est ce qu'on fait tout le temps chez Roland Berger. Il faut d'abord bien comprendre la situation dans laquelle on est. Et sur ces 3 piliers, voilà, où en sont les entreprises? Est-ce qu'elles ont déjà lancé des initiatives? Est-ce qu'elles sont capables de les mesurer? Où est-ce qu'elles se situent par rapport à leurs pairs ou par rapport à leur benchmark? Je pense que c'est d'abord un bon point de départ pour mesurer finalement le chemin qui te reste à parcourir. Mais en tout cas, on a le sentiment quand même que les nouvelles entreprises qui se créent aujourd'hui ne peuvent pas, c'est déjà dans leur ADN. Elles ont tout de suite, elles sont déjà en train de créer leur valeur alors qu'elles sont très jeunes. Elles réfléchissent à l'impact qu'elles vont avoir. Elles essayent d'avoir, nous, on va le voir au niveau d'une start-up parce que c'est un élément clé pour recruter. Parce que sincèrement, c'est la guerre. Quand on est une start-up et qu'on n'a pas spécialement les moyens de bien payer, par exemple, des développeurs, etc., ça peut faire ça fait la différence de montrer qu'on a un impact positif sur la société. Donc, dès la création, je trouve que ça devient de plus en plus évident. Mais ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est quand les grosses boîtes aussi font ce déclic-là et s'engagent. Ouais, je pense que
je ne sais pas si c'est le principal enjeu, mais c'est un enjeu très important. Alors, tu as des très grosses sociétés qui ont ça dans leur ADN parce qu'elles sont nées comme ça. Hein. Mm. On s'est cité Danone, Familial Maïf. plutôt, Ok. tu trouves? Mais qui ça? Est-ce que tu trouves que c'est plus parce que c'est familial à la base ou il y a un ADN ou pas du tout? C'est une bonne question que tu poses. Moi, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler pour l'association Famille Mullier, hein, donc les gens du Nord qui sont en particulier très réunis. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est inscrit dans leur ADN profond aussi, hein, cette réflexion. Pour autant, est-ce que c'est que les familles? Non, je pense pas forcément. Pas forcément. Non, ce qui va être difficile, c'est pour les entreprises qui n'ont pas tellement mis la considération au cœur de leurs actions ces dernières années d'opérer ce mouvement-là, quoi. Donc là, ça suppose quand même une vraie prise de conscience. Oui, j'ai l'impression qu'elles sont toutes en train de faire maintenant un pas déjà vers leur raison d'être. Et Oui. c'est un premier pas ensuite. Mais c'est le bon premier pas, en fait. Hein. Et alors là, j'ai une question sur, je me disais, sur ton point. Enfin, est-ce que tu as une observation globale, enfin, même dans le monde, c'est quoi les moves justement à ce sujet-là? Alors, qu'est-ce que tu entends par les moves? En gros, est-ce que aux États-Unis, qui est toujours, ce sont toujours des précurseurs sur tout, est-ce que eux déjà, tu sens qu'ils sont bien plus en avance que nous? Est-ce que tu as l'impression qu'au contraire, il y a d'autres pays émergents qui se distinguent là-dessus? Ou est-ce que la France, elle est au top? Enfin, je ne sais pas comment. Est-ce que c'est un mouvement Alors, global? ouais, écoute, on avait commencé à faire un benchmark mondial. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement des pays Oui, qui tu soient en vois. avance que d'autres. Je pense que ça se pilote plutôt au niveau des entreprises. D'accord. Euh, alors, je ne veux pas faire de caricature non plus. Les Américains sont aussi très réactifs dans les décisions qu'ils peuvent prendre. Encore une fois, on l'a vu très récemment avec Black Lives Matter. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises immédiatement par les entreprises pour corriger un certain nombre de choses. Est-ce que ça s'inscrit est-ce que les US sont plus matures que nous au sens large? Non, franchement, je ne pense pas en fait. Hein. Je pense pas. Et Je suis pas sûr que la France soit en retard non plus, quoi. Hein. en fait, c'est vraiment générationnel. Finalement, c'est un mouvement global. C'est ça que. C'est un mouvement global, ouais. Mais je vois qu'il y a une question qui dit à l'inverse, est-ce qu'il y a des entreprises qui font pas preuve de considération et qui en vont payer les frais? Alors, ouais, je vais pas faire tellement de finger pointing, mais oui, c'est sûr en fait, que ce soit des entreprises B2C ou B2B. Je vais donner un exemple qui nous a, je pense, tous marqués parce on s'est tous informés pendant la crise et qui est directement lié à mon secteur. Quand toutes ces entreprises de retail, de distribution ou d'hébergement, elles payent des loyers en fait. Elles payent des loyers à des bailleurs. Et ben, il y a des bailleurs qui ont fait preuve tout de suite de beaucoup de réactivité pour repousser, décaler des paiements, ou au moins qui ont ouvert le dialogue. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui l'ont pas du tout ouvert. Ça va durablement marquer au fer rouge des relations entre des clients et des fournisseurs. Sur des entreprises plutôt plus B2C, dans l'habillement par exemple, qui n'ont pas respecté, comment dire, qu'on soit pas fait travailler les bonnes personnes qu'il fallait faire travailler, qu'on fait travailler des gens trop jeunes dans le passé, qu'on pas respecté un certain nombre de normes de sécurité, qui ont pas fait attention particulièrement au gâchis. Je pense qu'il peut y avoir des boycotts hyper rapides de sociétés en fait par les consommateurs. Et les réseaux sociaux amplifient la vitesse à laquelle ça se passe. C'est pour ça que c'est un chemin étroit. Tu vois, tu peux vite glisser, quoi. C'est clair, je viens de voir en fait, donc effectivement il y a la possibilité de poser des questions dans le feed, enfin, Ouais. dans le message, mais il y a aussi des questions qui nous sont adressées directement. Il y en a une que je trouve très intéressante, qui est aussi une réaction qui nous dit vous ne pensez pas que les clients sont fatigués de virages idéologiques à 180 degrés de certaines entreprises? Coca-Cola qui est à la boisson des JO de Berlin en 36 et qui arbore des bouteilles de haut drapeau LGBT aujourd'hui. Bon, c'est vrai que quand on parlait d'authenticité, etc., est-ce que finalement quand on a été une marque qui n'était pas spécialement là-dedans il y a 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, ça a du sens et c'est logique. On peut se repentir. Enfin, est-ce que c'est opportuniste? Oui, ça dépend si tu crois au pardon ou non, mais moi je pense que oui, c'est sûr que ça a du sens. Après, le chemin est plus dur et le chemin est plus long. Mais je pense que c'est sûr que ça a du sens. C'est difficile de condamner des entreprises pour ce qu'elles ont pu faire. Je ne rebondis pas sur l'exemple de Coca en particulier, mais il y a longtemps, je pense que ce qui m'intéresse, c'est plutôt la trajectoire que ça prend maintenant, à quel point la pente, elle change de vitesse. Après, le fardeau que tu peux ou pas tirer derrière, il fait que ça va être plus ou moins dur ou long à mettre en place. Et Ouais. moi, je serais heureux si toutes les entreprises prenaient ce segment-là.
quel que soit leur positionnement actuel ou passé. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Danone, en fait, on a été à un séminaire sur les sommets du digital avec d'ailleurs la secrétaire générale qui a intervenu Ouais. dans le livre, hein, et qui a été complètement transparente. En fait, moi, c'est ça qui me plaît, c'est quand on va dire, bah, effectivement, à la base, on produit des bouteilles d'eau en plastique. On ne va pas le renier, on ne va pas faire semblant que ça n'existe pas. Par contre, on peut contribuer à faire changer les choses, à faire en sorte qu'on ait un impact positif, qu'on se transforme. Donc, arrêtez de finalement, de nous fusiller sur place en disant qu'on fait ça. C'est d'ailleurs le cas de plein d'autres industries. En revanche, on peut être les pionniers pour changer, pour se transformer. Exactement. Et je trouve que ce discours authentique, il est hyper agréable, en fait. Et du coup, on a envie de le croire et on a envie d'avancer. Et d'ailleurs, là, je voyais qu'ils ont commencé à lancer une nouvelle bouteille qui est complètement biodégradable. Est-ce que tu peux te dire un discours de Faber très poignant, etc. Quand tu sais l'industrie, tu te dis, bah, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est pas étrange finalement? Et on peut, bah, en fait, il veut juste changer les choses et ça va prendre du temps, mais au moins il le fait savoir et il crée un mouvement autour de ça. Non, mais exactement. Je pense qu'il ne faut pas être utopiste, il faut être réaliste. Il y a une société de consommation, les gens ils continueront à acheter des bouteilles d'eau. Donc la question, c'est comment est-ce que quelque part tu fais au mieux, mais ce serait totalement irréaliste de dire qu'on arrête tout. Donc c'est ça que j'apprécie dans les entreprises, dans les discours de certaines entreprises, c'est ce volet authentique, quoi, et réaliste. On ne va pas renier qui on est et au contraire, on va essayer de mettre des actions d'amélioration. Complètement. Bah, écoute, merci en tout cas pour tout ça. Sauf si vous avez d'autres questions, mais j'ai l'impression qu'on a quand même bien fait le tour de la question. Et de toute manière, nous, on fera un article récapitulatif et je vous invite aussi à télécharger le livre blanc qui est très complet avec plein d'autres témoignages qu'on n'a pas spécialement évoqués. Sébastien, je te remercie infiniment pour ton temps. Merci de m'avoir invité, Faustine. Vraiment, c'était vraiment passionnant. On va travailler ensemble, j'espère, pour mettre le sujet encore plus en avant. On vous partagera, il me semble que quelqu'un a déjà partagé le lien, hein, donc c'est Maxime Maxime, effectivement, a partagé donc, ton profil LinkedIn, donc il ne faut pas hésiter à te contacter directement si on a d'autres questions. Le lien vers le livre blanc également. Et nous, on vous mettra tout ça de toute manière dans notre blog et en replay sur YouTube et sur le blog également. Merci encore. Merci à tous les participants. Et je vois qu'on a déjà des personnes qui ont hâte de lire le livre blanc, donc c'est très chouette. Et bonne journée à tout le monde et à bientôt. Au revoir à tous. Salut, Faustine.